Bonjour à tous, je suis Sandra Pradey, autrice et chroniqueuse littéraire. Avant de commencer, je vous remercie d'avance de liker cette vidéo et de la partager le plus possible. Ça m'encourage à vous faire d'autres chroniques littéraires et à vous faire découvrir encore plus d'auteurs et d'autrices. L'instant pub étant passé, maintenant le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que certains connaissent peut-être déjà car je l'ai déjà vu passer sur les groupes Facebook. Il s'agit de Sous le regard de l'Aria de Chloé Garcia. Donc je suis énormément contente de faire cette chronique pour Chloé. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Chloé était ma voisine de stand lors de Médiéval à Céreste, qui faisait à la fois Médiéval et Salon du Livre. Et donc on était toutes les deux autrices, on était toutes les deux à ce salon en tant qu'autrices. Et c'était ma voisine de stand. Donc c'est normal que, évidemment, j'ai son bouquin et que je l'ai lu et que je fasse une chronique dessus. Parce qu'en plus, ça vaut sacrément le coup. Donc pour commencer, je vais vous faire un résumé de ce bouquin. On démarre l'aventure directement dans un des cauchemars de Via, duquel elle se réveille totalement en panique, en sueur et terrifiée. Via est la fille du Tian, qui est le dirigeant suprême de l'Inaria, donc le monde dans lequel cette histoire se passe. Et elle fait des cauchemars à peu près toutes les nuits, c'est très récurrent. Elle se réveille tout le temps en sueur, terrifiée, ce qui en fait énormément pâtir son sommeil. Cependant, son père étant le plus grand dirigeant, elle n'ose pas en parler à son père. En fait, elle n'en parle à personne. Il n'y a que Nandra, sa servante dévouée, qui est au courant de ses cauchemars et qui fait ce qu'elle peut pour la rassurer et pour l'aider à surmonter ce qui lui arrive. C'est d'ailleurs autour de ça que va tourner beaucoup de mystères sur ce personnage Via, qui va faire des cauchemars, mais qui va en plus noter des changements à l'intérieur d'elle-même et sur sa magie. Et tous ces changements et ces mystères vont énormément la terrifier, presque autant que ses cauchemars, parce qu'elle va voir sa propre magie évoluer soudainement de manière trop brutale et trop rapide. Elle ne va même pas comprendre ce qui se passe et elle va être terrifiée, elle va avoir peur de devenir finalement un monstre. Elle ne sait pas où cela va l'amener. Donc tout le roman va tourner autour d'un événement, à savoir le couronnement de Istar. Istar est le fils aîné du Tian, donc le frère de Via. Cependant, le peuple ne l'accepte pas trop comme futur dirigeant parce qu'il n'a pas la marque de l'Aria. L'Aria qui est donc la déesse, on va dire la déesse officielle de l'Inaria. Via et sa sœur, les deux sœurs ont les cheveux bleus, mais lui qui est le fils aîné, qui est celui qui doit prendre la suite de son père, il n'a pas les cheveux bleus, donc Falor, le Tian, le dirigeant suprême de l'Inaria, va décider de le couronner pour le faire accepter par le peuple. Donc vous l'avez compris, ça va être l'événement principal de ce roman. Le héros principal doit être Via, car on la voit au milieu sur la couverture. Seulement on voit également deux autres personnages et je pense que voilà, ce sont les trois personnages principaux. On va également suivre l'évolution de l'Ildril. J'espère que je le prononce comme il faut. Donc il est là. Donc c'est un elfe, c'est le prince de son royaume. Sauf que lui ne veut pas du tout de responsabilité. Il est déchiré entre sa sœur et leur père qui se mènent une guerre pour diriger le royaume, mais une vraie guerre avec des pièges mortels. Donc lui se retrouve au milieu et n'a pas vraiment envie d'avoir de responsabilités. Lui, secrètement, il aime Via et tout ce qu'il veut, et bien finalement, c'est fuir ses responsabilités et la retrouver. Peut-être lui avouer ses sentiments et être avec elle. Sauf que vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. Lors du couronnement, lui sera assigné à son royaume. Il n'ira pas au couronnement, donc il n'ira pas voir Via. Il va devoir rester au château et gérer tout ce qu'il n'a pas envie de gérer. Et tout ça va le rattraper jusqu'à faire de lui un meurtrier. Troisième personnage, nous avons la reine Cassiopée,
ici présente. Elle non plus ne va pas assister au couronnement parce que blessée à la jambe. Donc du coup, elle aussi va être assignée à résidence. En tout cas, ça lui aura servi d'excuse pour ne pas assister au couronnement et rester chez elle. Ce qu'elle désire le plus finalement, c'est rattraper le temps perdu avec ses petits-enfants. Elle est partagée entre ça et le pouvoir. Elle croit énormément en la déesse Laria, seulement voilà, une énorme tragédie va remettre toutes ses croyances en cause. Et bien sûr, elle va devoir faire un choix comme nos deux autres héros. Donc voici pour le résumé. En ce qui concerne les personnages de ce roman, je vais vous parler pour l'instant des 3 personnages principaux, donc les 3 qu'on voit sur la couverture. Donc on a Via, vous l'avez compris, qui est une humaine qui fait énormément de cauchemars et qui, elle, finalement, tout ce qu'elle désire, ça va être de comprendre ce qui se passe en elle. C'est un personnage finalement, donc on la suit pendant un long moment, mais qui est assez discrète. Elle passe plus de temps à essayer d'esquiver sa famille et les réceptions organisées par son père et par la reine. Mais elle veut comprendre quand même ce qui se passe et c'est ce qui va la motiver à aller voir les grands magiciens pour essayer de comprendre. Et évidemment, lorsqu'elle aura la réponse, c'est là qu'elle devra faire un choix. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une évolution fulgurante. C'est quand elle va faire son choix qu'on va découvrir finalement un peu mieux son véritable caractère. C'est là que j'en viens à dire que oui, j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que qu'on ne voit pas sur la couverture, c'est que effectivement c'est un tome 1 et qu'il va y avoir un tome 2. Mais je vais revenir là-dessus. Donc voilà, pour le personnage de Via, on découvre vraiment son caractère sur le tome, son choix, de son moment de son choix final. Et on a hâte de savoir les conséquences qu'auront son choix, parce que à mon avis, il va y avoir quand même quelques petites conséquences. Ensuite, on a le personnage de Lildrim, donc vous savez, le petit elfe prince qui ne veut surtout pas de responsabilité. Et bien lui, il va devoir, entre guillemets, il va devoir faire le choix entre ses responsabilités et son vœu de partir, de fuir tout ça avec Via. Mais finalement, il va faire ce choix malgré lui. Même ses propres actes, c'est pas vraiment lui qui va les choisir. Donc lui, il subit un peu tout le roman, malgré quand même quelques regains parfois de motivation et de courage. Il resombre vite, on va dire, presque dans la passivité et suivre les événements sans parfois vraiment les comprendre. Mais j'ai hâte lui aussi de voir par la suite comment il va évoluer parce que on sent quand même qu'il essaye de prendre des responsabilités, de prendre des décisions, mais voilà, il est un peu peureux ce petit prince. Et ensuite on a le personnage de Cassiopée qu'on découvre assez tardivement dans le roman. On entend un peu parler d'elle au début, mais c'est vrai que elle, vraiment, on la découvre plus vers la fin du roman. Mais son évolution va très vite. Parce que, comme je vous l'ai dit dans le résumé, il va lui arriver une grosse tragédie et elle va devoir faire immédiatement son choix. Et elle aussi, je pense que son choix aura énormément de conséquences par la suite. Donc j'ai hâte vraiment de voir cette suite. On arrive presque au point d'orgue à la fin, où tous les personnages ont fait leur choix et on veut voir les conséquences, parce qu'effectivement il va y avoir des conséquences pour chacun d'eux, c'est certain, c'est clair. Donc là, on a un peu les prémices, on voit en fait l'évolution de ces personnages, comment ils en arrivent à devenir, à choisir ce qu'ils ont choisi. On s'y attend pas forcément parce que Cassiopée, qui est une fervente défensrice de la reine, de la déesse Laria, elle va remettre toutes ses croyances en cause. Et effectivement, elle va devoir choisir. Est-ce qu'elle continue à croire en elle ou pas. Et c'est la décision qu'elle va choisir
aura des conséquences par la suite. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Mais pour en revenir à ce tome 1, j'ai l'habitude de parler des adversaires. Et là, c'est très curieux. Chaque personnage a ses petits adversaires, a ses petits obstacles, mais on a vraiment l'impression que, en fait, le véritable adversaire de ces trois personnages, c'est eux-mêmes. C'est vraiment une introspection qu'ils font régulièrement. On a toutes leurs pensées, on a tous leurs doutes, et ils se battent le plus souvent contre eux-mêmes. Sans même s'en rendre compte au final. Donc, alors certes, il y a des obstacles, il y a les opposants au royaume, ceux qui ne veulent pas que Istar soit couronné. Du côté des elfes, forcément, donc je vous ai dit que la sœur et le père se faisaient une guerre, mais du coup cette guerre se retrouve dans le royaume. Tout cela va causer évidemment énormément de conflits et d'obstacles. À Yggdrasil, puisque c'est ce qui va clairement l'empêcher de rejoindre Via. C'est à cause de ça qu'il va devoir être assigné à son royaume. Donc il y a des adversaires, mais ils sont presque pas insignifiants, mais petits par rapport aux conflits antérieurs qu'ils ont chacun d'eux. Et c'est vraiment eux, leurs propres adversaires. On voit qu'ils luttent contre eux-mêmes, et c'est vraiment super intéressant à voir et à lire. Et c'est finalement ce qui nous intrigue le plus au final, c'est quelle partie d'eux-mêmes va ressurgir et va devenir prédominant et va les aider du coup à faire leur choix. À côté de ces trois personnages-là, il y a vraiment une ribambelle d'autres personnages. C'est vraiment très très fourni, très riche en personnages divers et variés, parce qu'ils ont tous ils ont déjà tous leur rôle, leur importance, hein. Il n'y a pas de personnage qui est là inutilement. Donc ils ont tous leur raison d'être dans ce roman, et ils ont tous leur propre caractère, ils sont tous bien définis. Alors certes, il y en a certains qui peuvent être un petit peu clichés, comme la sœur de Via, qui me rappelle un petit peu les sœurs de Cendrillon, un peu les mégères méchantes. Mais même elle, finalement, elle va prendre de l'importance dans le roman. Au début, c'est juste voilà, la mégère un peu relou qui embête Via. Mais finalement, elle va avoir son importance dans ce roman, et j'imagine encore plus par la suite. Donc, tous ces personnages-là nourrissent le récit et sont tous finalement ont leur petite importance. Alors maintenant, l'univers du roman. L'univers du roman. Il est extrêmement très travaillé, fourni. Et un grand merci à Chloé Garcia pour avoir distillé les infos petit à petit et ne pas nous avoir envoyé tout son univers de coup, parce que ça aurait été indigeste. Là, elle a eu la très très bonne idée de nous donner des petites infos petit à petit, comme ça, au fur et à mesure que le récit avance, on découvre peu à peu l'univers, les peuples, leur architecture, leur société, hein, parce que certains ont des sociétés patriarcales, d'autres matriarcales. Et on découvre peu à peu ce système de magie qui existe dans cet univers-là et qu'on comprend petit à petit. Au début, c'est un peu flou, mais plus ça avance, plus on comprend le fonctionnement. Et c'est vraiment très très bien emmené. Et on sent qu'elle en a encore sous le pied, qu'elle ne nous a pas tout dit. Et heureusement, parce que c'est vrai que la quantité de personnages plus toutes les informations qu'on a sur cet univers fait que quand même, dès qu'on commence à assimiler quelque chose, hop, une nouvelle information arrive, et dès qu'on l'a assimilée, hop, une nouvelle info. Donc c'est très très bien distillé, il en fallait pas plus, pas moins. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va encore en avoir dans la suite, qu'elle ne nous a pas tout révélé encore. Donc pour finir, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré ce roman. La narration est
la narration et le style de Chloé sont très bien dosés. C'est vrai qu'on a une narration externe, un narrateur omniscient. On est un coup, on observe Via, après on observe Istar, après on observe Lyseril. Et c'est ce qui nous permet finalement de mieux découvrir certains personnages. Je pense notamment à Istar, qui n'est pas le même avec sa famille qu'avec d'autres personnages. Donc du coup, cette narration-là nous permet de le découvrir réellement et de se rendre compte qu'il est plus complexe que ce que lui laisse croire à son peuple et à sa famille. Ça n'aurait pas été possible si on ne le voyait que sous un seul angle. Donc là, vraiment, c'est une narration très bien choisie. Et le style de Chloé, personnellement, je l'adore. Il est simple, avec un petit chouïa de poésie, mais sans en faire trop, sans se perdre dans des élucubrations qui ne servent à rien. Au contraire, chaque mot a son importance et c'est très bien écrit. Des seules petites remarques que je pourrais avoir, histoire de tatillonner, ce serait de nous prévenir que c'est un tome 1. Parce que clairement, on voit les problèmes arriver de plus en plus et on voit les pages qui se réduisent et on se dit mais ils vont jamais arriver à régler les problèmes à temps. C'est normal, c'est un tome 1 et donc il va y avoir une suite. Donc voilà, c'est le seul petit défaut et peut-être étoffer un peu la carte pour le tome 2. Là, on comprend qu'elle a voulu y aller doucement. Elle nous parle uniquement, elle nous montre uniquement de ce dont elle nous parle. Dans ce roman-là, c'est d'ailleurs écrit, hein. Seuls des reliefs mentionnés dans l'ouvrage sont indiqués. Donc j'espère que le prochain ouvrage mentionnera plus de choses et qu'on découvrira un peu mieux la carte. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le roman. La couverture est juste magnifique, clairement. J'espère que vous la voyez bien. Et l'autrice est quelqu'un de très gentil, avec qui j'ai passé un excellent moment assez reste, assez médiéval. Donc vraiment, ça vaut le coup, je me suis régalée et j'ai hâte de lire la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez et partagez si vous avez aimé et vous pouvez retrouver l'article qui correspond à cette chronique sur mon site internet. Je vous mets le lien en dessous en description. Bisous!